Au même titre que certains dictateurs, et bien que cela puisse paraître étrange, les tueurs en série ont de tout temps suscité de la fascination, voire de l'admiration chez certaines personnes. Dans un classement plutôt morbide de ces célébrités, on trouve en tête de liste quelques noms bien connus du grand public, tels Jeffrey Dahmer le cannibale de Milwaukee, Ted Bundy le tueur d'étudiantes, ou encore John Wayne Gacy le clown tueur. Aujourd'hui nous partons en direction de l'Alaska, où je vais vous raconter l'histoire de Robert Hansen, le boulanger-boucher. Lorsque la police est entrée dans la chambre de motel de Cindy Paulson à Big Timber, elle tremblait et était hystérique, essayant de retirer les menottes qui lui enfonçaient les poignets. Elle avait survécu à l'agression d'un homme qui l'avait payée pour des relations sexuelles, et qui au lieu de cela, l'avait enlevée, ligotée et l'aurait finalement tuée, si elle ne s'était pas échappée. La vivacité d'esprit et la chance de Cindy l'ont aidée à s'enfuir, mais bien d'autres personnes l'ont précédée et n'ont pas eu sa chance. L'homme qui allait bientôt être connu comme le boulanger-boucher d'Alaska, s'appelait Robert Hansen. Il était né en 1939 et avait grandi à Esterville dans l'Iowa, de parents immigrés danois. Il bégayait et était incroyablement timide à cause de ce trouble qui l'affectait. Il avait également de terribles cicatrices d'acné, ce qui ne l'aidait pas avec les filles à l'école, et il les détestait parce qu'elles le rejetaient. Après avoir terminé ses études, il a suivi les traces de son père en accomplissant une formation de boulanger. Il s'est ensuite engagé dans l'armée pendant 1 an. Après cela, il a travaillé comme instructeur à l'académie de police de Pocahontas, dans l'Iowa. Durant cette période, il a rencontré sa première femme. Au cours de l'hiver 1960, Hansen fut arrêté pour avoir incendié le garage à bus d'une école de Pocahontas. Il fut condamné à 3 ans de prison au pénitencier d'État d'Anamosa, mais n'y resta que 20 mois. Suite à sa condamnation, les relations avec sa femme se dégradèrent, et finalement il divorça. On lui diagnostiqua également un trouble bipolaire, et il était également victime d'épisodes schizophréniques périodiques pendant son incarcération. Dans les années qui suivirent sa libération, il fut à nouveau condamné pour divers vols, retourna plusieurs fois en prison, mais il n'y resta jamais longtemps. En 1963, il rencontre sa deuxième femme prénommée Darla, une enseignante spécialisée. Il s'installe à Anchorage, en Alaska. De cette union, naîtront 2 enfants. Tout semble se dérouler pour le mieux au sein du couple, qui mène une vie apparemment normale. Hansen lui-même semble s'être assagi, et apparaît plus serein. Chasseur passionné, il passe beaucoup de temps en forêt ou à l'extérieur, lorsqu'il ne travaille pas dans sa boulangerie ou avec sa famille. Malgré la vie apparemment saine de Robert, il continue à avoir des ennuis avec la justice, et en décembre 1971, il est arrêté pour le viol d'une travailleuse du sexe, ainsi que pour l'enlèvement et tentative de viol d'une femme au foyer. Ses pulsions et son passé semblent à nouveau le rattraper. Lors de son procès, il a accepté de plaider coupable d'agression avec une arme mortelle contre la femme au foyer, si la tentative de viol de la travailleuse du sexe était abandonnée. Il a purgé 6 mois d'une peine de 5 ans qui avait été prononcée contre lui, et a été libéré en 1972, devant purger le reste de sa peine en résidence surveillée. 4 ans plus tard, il est à nouveau arrêté pour avoir volé une tronçonneuse dans un grand magasin d'Anchorage. Sur le banc des accusés, il a plaidé coupable du vol et a été condamné à 5 ans de prison. Encore une fois, sa peine a été réduite, le jury prenant en compte les problèmes liés à ses troubles bipolaires. À partir du début des années 1970, des femmes ont commencé à disparaître, et des corps ont été retrouvés dans les environs d'Anchorage.
On pense que Hansen a commencé à tuer des femmes dès 1973. On croyait que Cindy Paulson était sa seule victime, mais il y en avait peut-être d'autres. Cindy Paulson avait 17 ans lorsque Robert Hansen l'a remarquée dans sa voiture au centre-ville d'Anchorage. Il lui a proposé $200 pour pratiquer le sexe oral, ce qu'elle a accepté en grimpant sur le siège avant de sa voiture. L'homme, apparemment timide, a suggéré qu'il se rende dans un parking voisin pour ne pas éveiller les soupçons, et Cindy a accepté. Une fois leurs petites affaires terminées, Hansen lui a tiré la tête en arrière, et lui a pointé une arme sous le nez. Il lui a ensuite dit qu'il ne lui ferait pas de mal, tant qu'elle suivrait ses ordres. Il l'a ensuite emmenée chez lui, et l'a traînée hors de la voiture. Cindy était en mode survie, elle essayait de retenir des détails de tout ce qu'elle pouvait voir, comme la couleur bleue de la maison, les panneaux routiers ou tout ce qui se trouvait dans le véhicule. Hansen a agressé sexuellement Cindy, et une fois terminé, il l'a enchaînée par le cou à une poutre dans le sous-sol, puis s'est endormi. Pendant qu'il dormait, Cindy a eu le temps de mémoriser l'intérieur du sous-sol. Il y avait des trophées de chasse, des têtes d'animaux sur les murs, divers jeux et vêtements éparpillés dans la pièce. Quelques heures plus tard, Hansen se réveilla et libéra Cindy de ses chaînes. Il lui ordonna d'aller aux toilettes pour se laver. Il lui dit qu'il voulait qu'elle voie sa cabane, et lui promit de la laisser partir ensuite. Selon ses dires, il ne pouvait rejoindre sa cabane que par avion. Hansen, accompagné de sa prisonnière cachée par une couverture sur le siège arrière, s'est rendu à l'aéroport de Merrifield, et alors qu'il préparait l'avion pour le décollage, Cindy s'est échappée de la voiture et a couru pour sauver sa vie. Elle était à moitié nue, des menottes lui entravant les pieds. Malgré cela, elle a couru vers la 6e avenue, et a essayé d'arrêter un véhicule. Elle a réussi à sauter dans un camion juste avant que Hansen ne parvienne à la rattraper. Elle a demandé au chauffeur, Robert Yount, de la conduire à un motel, le Machine, plutôt qu'au commissariat de police. Le chauffeur l'a déposée, a immédiatement trouvé un téléphone public, et a donné l'alerte. Lorsqu'il est arrivé à sa chambre, l'agent Greg Becker a déverrouillé ses menottes avec une clé passe-partout, et Cindy a commencé à se calmer. Elle a alors raconté à l'agent son incroyable histoire. L'agent présent a eu beaucoup de mal à croire son récit. Elle était une prostituée, il pensait qu'elle avait inventé cette histoire à la suite d'une mauvaise transaction avec un client. Cependant, elle a donné un signalement très précis de son agresseur, avec beaucoup de détails. Ses cicatrices d'acné, ses dents tordues, son bégaiement, le type d'avion qu'il possédait, la voiture qu'il conduisait et la maison où elle avait été emmenée. Son histoire était tellement détaillée que Cindy était certaine que la police la croirait. Greg Becker a emmené la jeune fille à l'hôpital, pour un examen et soigner ses blessures. En chemin, ils sont passés devant l'aérodrome d'où Cindy s'était enfuie. Alors qu'il roulait, un avion a décollé et Cindy a crié aux policiers qu'il appartenait à l'homme qu'il recherchait. En réalité, ce n'était pas celui de Hansen. Mais alors qu'ils étaient sur le terrain d'aviation, et par chance, ils ont trouvé celui qui était au nom de Robert Hansen. Par contre, il n'y avait aucune trace du suspect. La police a pris soin de bloquer l'avion au sol. Cindy a ensuite été emmenée à l'hôpital, et son examen a révélé qu'elle avait été victime d'une grave agression sexuelle. Lorsque les policiers sont arrivés au domicile de Hansen, ils ont constaté que la description de Cindy était exacte dans les moindres détails. Ils ont donc frappé à la porte de la Maison Bleue, et l'homme décrit par la victime les a accueillis. Hansen avait un alibi, et a déclaré à la police qu'il avait passé la première partie de la journée avec son ami, à travailler sur un nouveau siège pour son avion. Plus tard dans la soirée, il s'est rendu chez un autre ami pour planifier une partie de pêche. Ses amis ont corroboré son alibi, et comme les histoires des trois hommes, très respectés, semblaient très différentes de la version de Cindy, les agents étaient plutôt embarrassés. Robert Hansen était tellement sûr de son innocence, qu'il a permis à la police de fouiller sa propriété et sa voiture. Il s'agissait de la même marque et du même modèle que ceux décrits par Cindy, y compris des déchets spécifiques jetés sur le plancher et sur les sièges du véhicule. Sa description de l'intérieur du sous-sol était également exacte, mais le problème de la police était qu'il n'y avait aucune preuve que Hansen l'avait enlevé.
Ils n'ont pas non plus pu trouver l'arme que Cindy avait décrite, comme ayant été pointée sur sa tête pendant l'enlèvement. Même entre les policiers d'Anchorage, les avis étaient partagés. Greg Becker croyait fermement à l'histoire de Cindy, alors que son collègue de la brigade des mœurs n'y croyait pas du tout. Bien avant cette affaire, la police connaissait les démêlés de Robert Hansen avec la justice. On lui avait même donné un surnom, Bad Bob le boulanger. Ils étaient au courant de ses activités criminelles antérieures, et bien qu'il se prétendait être un homme respectueux, les gens savaient qu'il n'était pas aussi propre qu'il le prétendait. Les services de police d'Anchorage se trouvaient dans une impasse. Ils ont alors décidé de faire passer à Cindy un test polygraphique pour voir si elle mentait. Mais, lorsqu'ils sont allés la chercher pour l'évaluation, elle avait malheureusement disparu. Au lieu de classer cette affaire, la police a transmis le dossier aux policiers de l'État de l'Alaska, qui enquêtaient sur les meurtres de plusieurs femmes découvertes à Anchorage. Ces femmes étaient principalement impliquées dans le commerce du sexe et menaient une vie à haut risque. Il était donc tout à fait plausible qu'un lien existait entre les différentes affaires. Le détective Glenn Flott et son équipe savaient que ces femmes s'étaient vues offrir de grosses sommes d'argent en échange de faveurs sexuelles, ou même d'un simple rendez-vous. Tout avait disparu et on n'avait plus jamais entendu parler d'elles. Eklutna Annie, âgée de 16 à 25 ans, a été retrouvée le 21 juillet 1980 dans une tombe peu profonde. Elle avait été poignardée à mort dans le dos, et son cadavre avait été en partie dévoré par des animaux. Elle n'a pas pu être identifiée, c'est pour cette raison qu'on lui a donné le nom de l'endroit où elle a été retrouvée, près de South Eklutna Lake Road. 40 ans plus tard, elle n'a toujours pas été identifiée. Le corps de Johanna Messina a été retrouvé le même mois. Johanna avait 24 ans lorsqu'elle a disparu au début du mois de juillet, son corps a été retrouvé dans une gravière. En septembre 1982, le corps de Sherry Morrow fut découvert par des policiers en congé. Elle aussi avait été enterrée dans une tombe peu profonde près de la rivière Knik. Elle était entièrement habillée, il était cependant évident qu'elle avait été assassinée car elle avait des blessures par balle dans le dos. Curieusement, elle avait été rhabillée après sa mort, ses vêtements ne présentant aucun trou. Un an plus tard, en septembre 1983, le corps de Paula Goulding fut découvert près de la même rivière. Comme celui de Sherry, elle avait été retrouvée dans une tombe peu profonde et avait été rhabillée après avoir été abattue. Flott avait désormais 7 femmes assassinées à Anchorage et dans ses environs. Lorsque le dossier de Cindy est arrivé sur son bureau, lui et son équipe ont tout de suite su qu'ils avaient affaire au même homme. Robert Hansen était déjà une personne intéressante en raison de son passé, mais avec le dossier de Cindy, il était maintenant en tête de liste. Ils ont épluché tout son dossier criminel avec son mode opératoire, et il apparaissait toujours plus comme le tueur qu'ils recherchaient. Un cas les intéressait en particulier. Robin Patterson, une travailleuse du sexe de 18 ans, avait été kidnappée sous la menace d'une arme à feu, à l'extérieur du Nevada Club en décembre 1971. Son agresseur lui avait ligoté les mains, et l'avait conduite jusqu'à un motel. Pendant le trajet, il s'était arrêté à plusieurs reprises pour la déshabiller et pour exiger des relations sexuelles. Une fois au motel, il l'avait agressée sexuellement. Il l'avait finalement reconduite à Anchorage, menaçant de la tuer, ainsi que sa famille, si elle parlait à la police de l'agression. Robin avait tout de même contacté la police une fois en sécurité. Elle avait identifié Robert Hansen dans le registre des criminels du commissariat. De façon incompréhensible, aucune charge n'avait été retenue contre Hansen. Flott était certain que Robert Hansen était l'homme qu'il recherchait. Il avait un avion, il avait donc facilement accès au lieu où les corps avaient été retrouvés. Deuxièmement, il s'attaquait aux prostituées, victimes plus vulnérables. Troisièmement, c'était un chasseur, donc il pouvait traquer ces femmes une fois libérées, et les abattre. Enfin, il avait un casier judiciaire pour agression sexuelle et enlèvement. Toutes les pièces du puzzle étaient là, et les policiers n'avaient plus qu'à assembler ces pièces. Des mandats de perquisition ont été émis pour la propriété de Hansen, mais le procureur de district a rejeté la demande à 2 reprises. Flott a donc contacté le FBI dans l'espoir d'obtenir de l'aide dans cette affaire.
L'appel de Flotte a été transmis à l'unité des sciences du comportement, et John Douglas a été affecté à l'affaire. Douglas est surtout connu pour son travail sur le profilage criminel. On ne lui a fourni aucun renseignement sur l'homme suspecté, mais a reçu des informations sur les 3 corps retrouvés. À partir de là, il a pu établir un profil psychologique criminel de l'homme qu'il croyait responsable des meurtres. Selon lui, le tueur devait avoir environ 40 ans, et avoir une faible estime de sa personne en raison d'un passé de rejet. Il devait être quelqu'un d'intelligent et respecté dans sa communauté. Il devait avoir été impliqué dans des vols à l'étalage, et des incendies criminels à un moment donné de sa vie. Il devait être un chasseur expérimenté et garder les trophées de ses victimes. Le profil de Douglas décrivait parfaitement Robert Hansen, et grâce au témoignage de Cindy contre lui, Flotte a finalement pu obtenir un mandat de perquisition pour sa propriété, son avion et sa voiture. Le 27 octobre 1983, Flotte et son équipe ont fouillé la propriété de Hansen. Sa femme Darla, ses enfants et sa mère étaient présents lorsque les voitures et les unités médico-légales sont arrivées. La famille n'avait aucune idée du pourquoi de la présence de la police à leur domicile, et a été choquée lorsqu'on lui en a donné la raison. Darla avait soutenu son mari lorsqu'il avait été arrêté pour vol et emprisonné pour viol. Très croyante, elle pensait pouvoir le sauver grâce à sa foi. Elle n'avait aucune idée de ses activités meurtrières. Leur couple était plutôt atypique, ils vivaient de manière indépendante et chacun gardait ses revenus. La famille a quitté la maison pour laisser les policiers commencer les recherches. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils ne trouvent les preuves qu'ils recherchaient. Derrière la tête de lit de Robert et Darla, ils ont trouvé une carte topographique sur laquelle il y avait des inscriptions. Sur la carte d'Anchorage, 24 croix étaient griffonnées. La police a rapidement réalisé que 4 de ces croix correspondaient aux endroits où des corps avaient été découverts. Un autre policier s'est dirigé vers le grenier pour voir s'il pouvait trouver d'autres preuves. Il a passé des heures dans cette petite zone, mais a finalement trouvé ce qu'il recherchait. Plusieurs armes à feu étaient cachées au fond du grenier, dont l'arme décrite par Cindy, et le même type d'arme utilisée dans les autres meurtres. Le policier a également retrouvé un petit sac contenant des bijoux. Plus tard, ces bijoux ont été identifiés comme appartenant aux victimes. Robert Hansen, 44 ans, a été arrêté, et d'abord accusé d'enlèvement, d'agression, de vol, de fraude à l'assurance et de délit liés aux armes, mettant ainsi fin à son règne cauchemardesque. Interrogé sur les agressions, il n'a pas nié avoir été avec les femmes, mais il a déclaré à la police que tout était consenti, et qu'il ne les avait pas violées. Il a déclaré qu'en réalité les femmes avaient fait ces déclarations pour se venger, car elles modifiaient leur prix après le rapport sexuel, et qu'ils ne voulaient pas payer. Flotte n'a pas cru à sa version des faits. Une fois arrêtés, les amis qui avaient donné un alibi à Hansen ont également déclaré à la police qu'ils avaient menti sur le fait de l'avoir vu cette nuit-là. Les preuves contre Hansen s'accumulaient et il n'avait pas d'explication pour la nuit où Cindy Paulson avait été enlevée et agressée. Les experts en balistique ont pu établir une correspondance entre les balles tirées sur la scène du crime et le fusil de Hansen retrouvé dans la Maison Bleue. Hansen et son avocat ont commencé à négocier avec l'accusation. Il a accepté de plaider coupable des 4 meurtres de Eklutna Hani, Johanna Messina, Paula Goulding et Sherry Morrow. Il a également accepté de donner aux enquêteurs des informations supplémentaires sur les autres victimes qui correspondaient à certaines des croix griffonnées sur sa carte topographique. Il a également expliqué son modus operandi. Dans la nature sauvage, son endroit préféré étant le long de la rivière Knik, il libérait les femmes, leur laissant un instant l'espoir de s'échapper. Puis, alors qu'elles couraient pour sauver leur vie, il les traquait, prenant son temps, les chassant comme des animaux sauvages. Armé d'un couteau de chasse et d'un fusil Ruger Mini 14, il chassait pendant des heures, voire des jours, jusqu'à ce qu'il localise ses proies et les abatte comme du gibier. Suite à l'accord passé avec l'accusation, il n'a été inculpé que de 4 meurtres sur les 17 qu'il a reconnus. On estime cependant qu'il a tué entre 17 et 30 femmes. Le 27 février 1984, Robert Hansen a été condamné à 461 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle.
Hansen est décédé à l'hôpital régional d'Alaska le 21 août 2014 de cause naturelle. Il avait 75 ans. En octobre 2021, un nouveau rebondissement s'est produit. Une jeune femme, uniquement connue sous le surnom de Horseshoe Harriet, victime malheureuse de Robert Hansen, a été identifiée par les autorités américaines, grâce à son ADN. On lui avait donné ce surnom, son corps ayant été retrouvé près de Horseshoe Lake. On connaît dorénavant sa véritable identité. Il s'agit de Robin Pelkey, originaire du Colorado. La jeune fille de 19 ans avait été assassinée en 1983, et son corps retrouvé en 1984. Le détective Glenn Flott a révélé que Cindy Paulson, la seule survivante, était restée dans une maison sécurisée durant le procès de Robert Hansen. Le soir de sa condamnation, Glenn et sa femme Cherry ont emmené Cindy dîner au restaurant Corsair. Le lendemain, elle a quitté Anchorage et s'est remise à travailler dans le secteur du sexe. Bien que l'on ignore où elle se trouve aujourd'hui, on pense qu'elle vit toujours en Alaska. Elle est mariée et mère de 3 enfants. Darla, l'épouse de Robert Hansen, a déménagé avec sa famille dans l'Arkansas, ses enfants étant victimes de harcèlement à l'école. Elle a suivi des études et obtenu une maîtrise en éducation. Elle affirme avoir toujours gardé la foi.